Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Nadine Rubagotti. Je suis la coordinatrice générale du dispositif Arca Sud sur la délégation des Alpes-Maritimes. Nous vous souhaitons donc nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 pour vous et vos proches. Je vais donc présenter le docteur Sandra Ansaldi, donc, qui est médecin psychiatre, addictologue, sexologue et qui est également notre médecin coordinateur de notre délégation des Alpes-Maritimes. Je vous rappelle donc un petit peu les règles de ce webinaire de ce matin. Il est enregistré, il est diffusé. Si vous ne souhaitez pas apparaître au montage, merci de bien vouloir couper votre caméra. Le temps estimé est 40 minutes de présentation pour le docteur Ansaldi et 15 minutes qui seront dédiées à vos questions. N'hésitez pas donc à écrire sur le chat. Nous reprendrons également les questions qui ont été posées lors de votre inscription. Voilà, je te laisse la main, Sandra, pour la présentation Oui, Addiction à la pornographie. voilà. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, on va parler de l'addiction à la pornographie. Donc, Nadine m'a déjà présenté, donc vous savez qui je suis. Donc, on va directement attaquer par le mot pornographie qui est apparu au siècle de Lumière, dont l'étymologie dérive du grec ancien, pornographos, lui-même dérivé de porné, signifiant prostituée, et de graphos, qui signifie représenter, peindre. Donc, la pornographie est la représentation explicite d'actes sexuels qui ont pour but de susciter de l'excitation sexuelle. D'une façon par ailleurs sensationnelle, donc en se concentrant entièrement sur l'acte physique pour susciter des réactions qui sont rapides et intenses, donc bien différent de ce qu'on appelle l'érotisme, qui consiste, lui, à représenter la sexualité avec des aspirations artistiques élevées, en se concentrant également sur les sentiments et sur les émotions. Alors, la pornographie existe depuis les premières traces de l'humanité. Il faut penser aux fresques et aux sculptures de Pompéi. Mais c'est surtout la révolution sexuelle dans les années 70 dans un premier temps et le développement d'Internet dans un deuxième temps qui ont permis à la pornographie de se développer plus largement, surtout depuis le début des années 2000. Pourquoi la pornographie a marché si bien? C'est le modèle de triple A, donc accessibilité, donc millions de sites sexuels constamment accessibles, l'abordabilité, donc les prix gratuits ou bas, et l'anonymat, donc l'utilisateur en ligne n'est pas physiquement vu. Pour vous donner quelques chiffres, Pornhub, le site gratuit que tout le monde connaît, reçoit environ plus de 33,5 milliards de visites par an. Et courant janvier 2023, en France, il a été fréquenté par plus de 14 millions de personnes. Sans compter que pendant le premier confinement Covid en 2019, en mars 2020, en 2020, en mars 2020, Pornhub, il a assisté à une augmentation de plus 12%. Alors, l'addiction à la pornographie fait partie des addictions sexuelles. Mais attention, elle n'est pas reconnue dans le DSM-5, donc le manuel diagnostic de référence. Et il n'existe pas de consensus scientifique à son propos. Ça, pourquoi? Parce que, en fait, déjà, c'est compliqué de définir qu'est-ce que c'est une sexualité normale. Il n'y a pas une sexualité normale, ni une seule façon de la pratiquer. Il y a une sexualité qui est satisfaisante pour chacun, épanouissante pour le couple, respectueuse de l'autre. J'ai cité une définition de Paul Éluard qui me plaît beaucoup. Donc, la préoccupation sexuelle est à la base de toute activité de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle est un moteur psychique pour l'individu,
Mais attention, elle peut devenir un frein quand elle envahit tous les domaines de sa vie, devenant son unique but et sa seule raison d'être. Donc, l'addiction sexuelle, elle a été évoquée la toute première fois en 1970 à Boston par un membre des Alcooliques Anonymes. Ensuite, elle a été définie en 1983 par un psychiatre américain, Patrick Carne. Elle a été définie comme comportement pathologique. Et on arrive aux années 90 avec Goodman qui conceptualise les critères diagnostiques. Mais cependant, comme je viens de dire, il n'y a jamais eu une définition consensuelle. C'est-à-dire que si on regarde le DSM-5, on retrouve juste le trouble d'hypersexualité. Mais un comportement excessif n'est pas considéré comme critère principal d'une addiction sexuelle. Cela le devient quand le sexe devient une priorité absolue dans la vie du sujet et pour laquelle il est prêt à tout sacrifier. Dans la catégorie des addictions comportementales, la dépendance au contenu pornographique est de plus en plus fréquente au sein de la population, même chez les jeunes. 3 à 6% de la population aux États-Unis est addict au porno et près de 10% de 14 à 24 ans regardent du porno chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, et les hommes en plus grande proportion que les femmes, ratio 3,5 versus 1. Alors, quels sont les signes? Comment déceler une addiction au porno? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Alors, déjà, le visionnage de contenu porno dans des contextes particulièrement inadaptés, par exemple au bureau. Enfin, moi, j'ai des patients qui doivent s'absenter 7-8 fois par jour, donc ils arrivent même à perdre leur boulot à cause de ça. Consultation de sites porno plusieurs fois par semaine ou par jour. L'incapacité à contrôler le désir de visionner des images à caractère pornographique. Et très important, ce dernier critère, faire passer le porno avant d'autres aspects importants de sa vie. Donc ça devient quelque chose de exclusif. Donc ça passe devant le travail, ça passe devant les relations sociales, l'activité physique, etc. Pour votre connaissance, il y a un test qui est le test Carne qui permet de dépister une addiction sexuelle grâce à 25 questions. Donc le test, il est considéré positif quand au moins 13 questions sont à réponse oui. Bon, évidemment, on trouve tous les symptômes classiques de toute autre addiction, donc la consommation compulsive, répétée, abondante, impossible à stopper malgré les conséquences néfastes, la perte de contrôle, donc l'incapacité à réduire ou arrêter la consommation malgré les tentatives répétées. Bien sûr, le sentiment de culpabilité, de honte, la frustration, surtout dans l'après. Et bien sûr, un impact sur les relations et la vie quotidienne. Mais attention, parce que, alors, il se peut que le patient, il arrive, il se présente, voilà, bonjour, je suis un tel, j'ai une addiction au porno, mais parfois, il a très honte à le dire, à le raconter. Donc, c'est au médecin et à la personne qui le reçoit en général de aller soupçonner une addiction sexuelle quand il nous raconte des symptômes qui, à l'apparence, n'ont rien à voir. Par exemple, c'est très fréquent, la dépendance au porno se niche parfois derrière des symptômes sexuels et psychiatriques, surtout une dysfonction érectile, une difficulté à atteindre l'orgasme ou un diagnostic psy, tel qu'une dépression ou un trouble anxieux. Donc, quand quelqu'un a un cabinet, il arrive, il vous dit, bah, j'ai un problème de couple, je n'arrive pas à avoir des érections de bonne qualité avec ma femme, j'arrive pas à jouir, etc. Toujours se poser la question si derrière, il n'y a pas une dépendance au porno. Donc ça arrive très, très, très souvent en cabinet. Pareil, quand il arrive avec une dépression, un trouble anxieux, un isolement social, pareil, toujours suspecté.
Vous allez vous demander pourquoi il y a des troubles érectiles et pourquoi il y a une difficulté à atteindre l'orgasme. Bah, c'est très simple parce que dans le porno, il y a des stimuli qui sont extrêmement forts, extrêmement hard. Donc, il y a des explosions de récompenses et des plaisirs très intenses qui provoquent ce qu'on appelle la tolérance. Donc, le sujet devient petit à petit insensible aux sources naturelles de plaisir. Donc, il y a une accoutumance. Moi, je fais toujours cette métaphore qui parle beaucoup aux patients. C'est comme si quelqu'un s'habituait à manger quelque chose de très épicé, avec beaucoup de saveur, et le moment où il a un plat de riz blanc devant lui, bah, il sent plus le goût. Là, c'est pareil. Quelqu'un qui s'habitue à regarder des films très hard, avec des situations qui sont très loin de la normalité, bah, quand il se retrouve face à sa partenaire ou son partenaire, bah, c'est compliqué. Donc, les conséquences de la dépendance à la pornographie, donc la banalisation des comportements sexuels, parce que, voilà, justement, il s'habitue à des stimuli qui sont très forts et il finit par délaisser la sexualité dans la vie réelle. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, la baisse de libido qui peut apparaître, les problèmes d'érection, quand il se retrouve face à des situations de sexualité naturelle. Cela peut engendrer évidemment des difficultés de couple ou une incapacité à nouer des relations intimes avec autrui. Deuxième conséquence, le besoin de consommer toujours plus parce que il y a cet effet d'accoutumance. Donc, pour retrouver le plaisir initial, le Graal, le Paradise Lost, ce qu'on appelle en sexologie la stimulation racine, le cerveau nécessite de plus en plus de consommer une dose de plus en plus importante et de se nourrir de stimuli encore plus extrêmes. Donc, ce qui peut mener à visionner des images extrêmes, voire dangereuses, telles des viols, des scènes d'inceste, jusqu'à la pédophilie. Troisième chose, banalisation des rapports sexuels. Ça vaut surtout pour les jeunes parce que très rarement dans les films porno, on voit des rapports protégés, donc des rapports sexuels sans protection, avec donc le risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles. Repli sur soi et dépression, parce que bien que la consommation de porno soit très répandue, elle reste quelque chose de très honteux, qui s'accompagne à des sentiments de culpabilité qui peuvent déclencher des états dépressifs. Et bien sûr, souvent sont des personnes qui n'arrivent plus à trouver le plaisir en dehors du monde virtuel et qui finissent par tomber dans un état de tristesse, d'apathie et de coupure sociale. Il ne faut pas oublier en plus que l'addiction à la pornographie, souvent, elle est accompagnée à d'autres addictions. Donc, souvent, addiction aux écrans, jeux vidéo, sexe, substances psychoactives. Donc, là aussi, savoir détecter quand quelqu'un arrive et nous dit j'ai une addiction aux écrans, aux jeux vidéo, etc., aux substances psychoactives, toujours avoir derrière la suspicion qu'il pourrait avoir aussi une addiction au porno. Alors, comment traiter l'addiction donc, à la pornographie? Alors, il n'existe pas un parcours thérapeutique type, c'est assez compliqué parce que c'est assez personnalisé. Néanmoins, il existe des solutions et des spécialistes qui peuvent accompagner les pornaddicts à sortir de leur dépendance. Dès les premiers doutes, il est important de consulter son médecin généraliste ou de se retourner directement vers un psychologue, un psychiatre, un sexologue, un addictologue. Mais comme je disais tout à l'heure, très rarement la personne arrive et nous dévoile son addiction au porno parce qu'il est souvent pris par cette honte, cette culpabilité. Donc, savoir la déceler à partir d'autres signes révélateurs. Donc, troubles de l'érection, éjaculation retardée, troubles dépressifs et anxieux. Alors, concrètement,
qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve devant à une addiction à la pornographie? Alors, comme dans toute addiction, on peut faire un sévrage. Sévrage qui peut jamais être noir ou blanc. Enfin, du jour au lendemain, on ne peut pas arrêter. On n'arrête pas un train qui va à 500 à l'heure. Il faut d'abord le ralentir, donc diminuer progressivement le nombre de visionnages par semaine. Par exemple, ce qu'on fait, voilà, la personne, elle me dit, je fais ça 4 fois par jour. Bah déjà, on va lui dire, bah, vous essayez un jour ou 2 par semaine de faire 3 à la place de 4, jusqu'à introduire un jour off. Donc, par exemple, le mardi, vous cherchez de ne pas faire. Les autres jours, vous pouvez faire, mais pas le mardi. Troisième chose, éduquer à une sexualité plus fonctionnelle, parce que parfois, on regarde des pornos classiques qui sont vraiment très, très, très loin de la réalité. Donc, à ce point-là, on peut adresser la personne vers le visionnage d'un film porno amateur qui est filmé souvent par des couples avérés. Donc, c'est un aspect un peu plus naturel. Ce sont des couples vrais et pas cinématographiques. La masturbation sur stimuli plus réels. Donc, moi, je dis toujours, c'est beaucoup mieux si vous vous masturbez en pensant à quelqu'un que vous avez croisé dans la vie réelle lors d'une soirée, plutôt que vous mettre au porno. Et réfléchir à des actions positives qui pourraient remplacer le comportement addictif. Voilà, quand vous avez l'impulsion de vous masturber devant un porno, qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Donc, réfléchir à ça. Il y a également des groupes de parole, groupes de parole d'entraide, comme les AA, donc appelés DASA, dépendants affectifs et sexuels anonymes, où les personnes peuvent se confronter et se soutenir avec des individus qui ont la même souffrance. Il y a des psychothérapies de type TCC, donc thérapie cognitivo-comportementaliste. Là, on va identifier justement les facteurs précipitants, les facteurs qu'on appelle les triggers, c'est-à-dire les situations, les pensées, les émotions qui peuvent déclencher le comportement addictif. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un patient qui il consomme du porno exclusivement quand il consomme du cannabis. Donc, en dehors de la consommation de cannabis, il ne pense pas du tout au porno, mais dès qu'il touche au shit, là, ça part. Donc, c'est un facteur précipitant. Donc là, on va travailler non pas tellement sur le porno, mais on va travailler effectivement sur ce facteur précipitant, donc sur l'addiction au cannabis. Des facteurs perpétuants qui contribuent à maintenir la dépendance, des facteurs protectifs, c'est-à-dire des ressources qui peuvent contraster le comportement problématique. Donc, dans le cas spécifique de ce cas clinique que je viens de citer, c'est un gars qui adore beaucoup faire la moto. Donc, dès qu'il a envie de fumer, bah, on a mis en place cette stratégie qu'il prend la moto, il va faire un tour et ça arrive à le calmer. Donc, c'est une modalité alternative de la gestion des émotions, de la situation difficile. Il faut aussi parfois faire des thérapies de couple. Pourquoi? Parce que parfois il y a vraiment des chutes de la libido, des complications à atteindre l'orgasme. Donc le partenaire se sent impliqué, se dit mais qu'est-ce que j'ai, ça va pas, c'est peut-être moi. Donc il faut rassurer le couple, parfois rassurer le partenaire et aider bien sûr la personne concernée par l'addiction à retrouver aussi l'estime de soi, parce que souvent il se sent très coupable, et à récupérer une sexualité fonctionnelle dans son couple. Traitement médicamenteux, donc parfois on peut utiliser des antidépresseurs comme la paroxétine, qui est le plus utilisé, et la naltrexone, l'antagoniste des opiacés. Pour votre connaissance, il y a une association qui s'appelle Déclic, qui s'occupe justement de prévention, sensibilisation et accompagnement de l'addiction sexuelle et pornographique. Donc ça, c'est bon à savoir.
Donc, comme vos questions tournaient beaucoup autour de l'enfant et de l'adolescent, j'ai fait toute une partie sur l'accès, enfin, sur la dépendance à la pornographie chez l'enfant et l'adolescent. Pourquoi? Parce que les nouveaux médias et les réseaux sociaux surtout ont rendu la pornographie accessible partout et par tous, y compris les adolescents et les enfants. Alors, si vous regardez un site porno, il y a très très peu de contrôle concernant l'âge. Avez-vous 18 ans? Oui, non. La personne peut répondre non, oui, pardon, et peut rentrer, voilà, très facilement. Donc, c'est vraiment très très grave parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus, de filtre. Donc, la constatation de cette accessibilité implique donc à s'interroger à trois niveaux. Donc, sur l'ampleur du phénomène chez l'enfant et l'adolescent et sur les effets et les conséquences que cette exposition précoce à la pornographie peut avoir sur eux. Donc, en termes de sexualité future, en termes de dynamique relationnelle. Et troisième, sur les mesures que la société devrait mettre en place pour pallier les conséquences et donc protéger nos jeunes. Alors, une proportion non négligeable d'enfants et d'adolescents sont exposés passivement et ou ont accès à la pornographie. Alors, je souligne cette différence parce que l'accès à la pornographie, c'est quand la personne va vers la pornographie volontairement. L'exposition passive, c'est différent. C'est quand, sans trop le vouloir, il se retrouve sur ces sites, et on verra ensuite comment, ou parce que dans son entourage, ses parents, ses frères, ses sœurs regardent à côté de la pornographie. Les moyens d'accès ont beaucoup changé, donc c'est fini les années 80, les catalogues de la Redoute, les cassettes vidéo, les magazines, la télévision, etc. Aujourd'hui, c'est Internet, clairement Internet. Alors, en règle générale, l'accès ou l'exposition à la pornographie est plus élevé chez les garçons que chez les filles. Et il y a aussi une façon différente de la vivre, c'est-à-dire que les jeunes garçons décrivent généralement la pornographie plus positivement, comme un acte de curiosité primaire, tandis que les filles rapportent plus fréquemment un côté socialement inconvénient et dégoûtant de la pornographie. Alors, il existe de grandes variations en fonction des pays qui semblent liées à la facilité d'accès aux nouvelles technologies, donc à Internet, mais également à la perception culturelle et religieuse de la sexualité. Mais pour donner des chiffres, l'accès volontaire à la pornographie est à peu près 2 à 5% chez les garçons et 1% chez les filles à l'âge prépubère, donc âge de 10 à 11 ans. Et la prévalence de l'exposition comme de l'accès augmente petit à petit avec l'âge pour atteindre un plateau vers la dernière année de lycée. D'autres variables associées à l'exposition à la consommation, à la pornographie, sont le niveau socioculturel, le fait d'avoir déjà eu une activité sexuelle, le fait d'avoir une sexualité homosexuelle ou bisexuelle, le fait d'avoir des opportunités d'accès en ligne et aux réseaux sociaux, le fait d'avoir eu des contextes traumatiques comme des antécédents d'abus physiques ou sexuels, d'harcèlement à l'école, les familles monoparentales, les liens familiaux compliqués, l'absence de surveillance parentale et enfin peut-être quelques profils de personnalité comme la tendance à la recherche de nouveautés, de sensations d'une particulière intensité qui pourrait également être associée. Alors, comment l'exposition à l'accès à la pornographie influence la sexualité de ces jeunes? Alors, si d'un côté la pornographie a pu contribuer à appréhender la sexualité plus librement, au sens qu'elle est plus taboue et plus aussi taboue que par le passé, il est vrai que les enfants et les adolescents peuvent aussi être changés par la pornographie. Pourquoi changer?
Parce que la pornographie fournit un monde qui n'est pas du tout réel, donc fournit, disons, des attitudes irréalistes au sujet de la sexualité. Par exemple, en termes de performance. Donc moi, je reçois des jeunes qui arrivent complètement affolés, me disent, bah, j'ai des rapports sexuels qui durent à peine 10-15 minutes. Et moi, je leur dis, mais c'est énorme. Oui, mais vous voyez, dans les pornos, ça dure des heures et des heures. Donc, c'est pas réel. Donc, en termes de performance, ils ont vraiment une distorsion de l'image de la sexualité. Pas que en termes de performance, mais aussi en termes de déshumanisation de la composante relationnelle et de la sexualité, parce qu'il n'y a pas de séduction, il n'y a pas les préliminaires. Ils peuvent aussi avoir une perception d'une sexualité plus permissive, avec des pratiques très débridées. Une plus grande acceptation de la sexualité occasionnelle avec toutes les retombées derrière, donc les maladies sexuellement transmissibles, les recours à les interventions d'urgence, donc pilule de lendemain, IVG. Une incitation à accepter rapidement le rapport sexuel et avoir une sexualité abondante. Une certaine maladresse dans les relations intimes à l'autre, parce que voilà, c'est pas dans un porno que vous allez voir la séduction, comment les gens se courtisent. Non négligeable à des modifications de l'image corporelle qui sont dictées par les standards de la pornographie parce que dans les pornos, très souvent, on voit de la chirurgie esthétique, donc les seins refaits, les fesses refaites, les lèvres, mais même les hommes font parfois de la chirurgie esthétique sur leur pénis. Conséquences de l'exposition. Alors, j'ai voulu faire une petite parenthèse parce que quand on parle de sexualité avec les jeunes, souvent, on se trouve devant à des mots qu'avant on ne connaissait pas. Donc, des mots qui ont été diffusés par les réseaux sociaux. Donc certains termes sont relativement nouveaux en lien avec le développement des réseaux sociaux. Je vous ai fait d'ailleurs un glossaire en fin de présentation, mais là, ensemble, on va en aborder quelques-uns. Et alors, par exemple, vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de sexting. Donc, c'est une pratique assez banale à l'adolescence qui est apparue à la fin des années 2000, qui consiste à envoyer des photos ou des vidéos partiellement ou totalement dévêtues et qui peut poser des problèmes, surtout en cas de sexting secondaire, c'est-à-dire quand le matériel est produit et diffusé sans le consentement de la personne qui y figure. Et le sexting secondaire donc, peut s'associer à des cas de cyberharcèlement ou de cyberviolence. Bon, le chemsex, ça aussi, les jeunes parlent de ça. Alors là, on s'éloigne un tout petit peu de la pornographie, mais je le cite quand même parce que tout est lié. Donc c'est une pratique consistant à associer des rapports sexuels à la prise de drogue, donc appelé aussi party play. Donc phénomène très complexe avec des répercussions graves sur la santé physique et psychique. Les comptes ficha. Alors, les comptes ficha, ça dérive de verlan d'affiche. Ça désigne un faux profil sur un réseau social destiné à afficher, c'est-à-dire à humilier une personne en diffusant des images souvent sexuelles en son nom. Ce comportement peut renvoyer à différentes pratiques illégales, notamment sexuelles, comme le revenge porn, donc la pornodivulgation, ou la pédopornographie, lorsque la victime est mineure et les contenus sont pornographiques. Pendant le confinement, il y a eu plusieurs de ces comptes ficha qui ont été supprimés via un numéro. Donc 3000 de ces comptes ficha ont pu être supprimés via le 3018. Donc retenez ce numéro parce qu'il est très important. C'est un numéro court national d'assistance pour les jeunes victimes de violences numériques. Donc
tout ce qui concerne cyberharcèlement, harcèlement scolaire, revenge porn, on va le voir après, chantage à la webcam, usurpation d'identité, harcèlement et violence numérique en général. Donc le revenge porn, justement, désigne la diffusion ou le partage non consensuel d'images intimes d'une personne, souvent à des fins de vengeance ou de chantage. Chose qui constitue une forme de violence psychologique et sexuelle et qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé mentale en termes d'anxiété, dépression et surtout de traumatisme durable. Moi, ça, j'en vois beaucoup aussi en consultation. Le grooming désigne une méthode de manipulation pour laquelle un adulte cherche intentionnellement à établir une relation de confiance avec un mineur pour l'exploiter à des fins sexuelles. C'est une démarche insidieuse qui commence par des gestes d'attention, des compliments, petit à petit visant à aborder des sujets ou des actes à connotation sexuelle et qui peut se terminer à des violences sexuelles en ligne, donc via webcam, chat, email, ou même dans le monde réel à travers des rencontres physiques. Alors, comorbidité associée, voilà, pour savoir que cliniquement, ces comportements nous imposent souvent de rechercher des problématiques associées, notamment d'autres conduites addictives associées, des comorbidités psychiatriques, notamment des troubles de l'attention, des traits de personnalité, des troubles de comportement alimentaire, et aussi des problématiques sexuelles telles inhibition, phobie et des TOC. Pourquoi? Parce que c'est vrai, alors d'un côté, que l'addiction sexuelle peut conduire à un isolement social, mais il est vrai aussi que des personnes qui sont particulièrement isolées, timides, qui n'abordent pas, qui n'osent pas aborder une fille ou un garçon dans la vie réelle, se réfugient dans le porno. Donc il est vrai aussi le contraire. Donc ça, c'est à tenir en compte également. Alors, comment a changé la pornographie aujourd'hui? Enfin, la consommation de pornographie. Dans les années 1980, pour la plupart des jeunes, accéder à la pornographie était une démarche volontaire, souvent même une démarche de groupe, une espèce de rite initiatique de passage à l'adolescence. Aujourd'hui, c'est complètement différent, c'est-à-dire que ce sont les images pornographiques qui sont presque un peu imposées au regard de façon fréquente, sans avoir à être sollicité. Donc c'est l'image qui vient à soi et non soi qui va chercher l'image comme auparavant. Pourquoi? Parce que certains sites d'accès simples, gratuits, en réalité sont financés par des publicités avec des liens de streaming et une présence d'iconographie type manga qui cible clairement la population adolescente. Et ce qui se passe, c'est que au final, des jeunes se retrouvent sur ces sites sans même pas trop le vouloir. Pourquoi? Certaines études rapportent des taux élevés d'exposition accidentelle au contenu pornographique, d'où fait des méthodes de marketing qui forcent l'usage. 36% des sites pornographiques utilisent un détournement de nom de domaine, ce qu'on appelle le porn squatting. 26% contactent activement via des courriels ou des spams. 38% de fenêtres automatiques, ce qu'on appelle les pop-up. Donc, il suffit de cliquer sur un pop-up et hop, on finit, sans pas trop le vouloir, sur des sites porno. Il y a en outre des réseaux sociaux qui sont des possibles vecteurs de pornographie, donc Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, YouTube. Donc le porno représente 25% du trafic vidéo sur Telegram. Alors, je fais une petite parenthèse parce que parmi vos questions, revenait souvent cette question, comment aborder la sexualité alors que c'est un sujet un peu tabou. Alors, déjà, être humble, donc avouer ne pas tout savoir. Donc déjà, un bon début, ça pourrait être de dire, écoute, je ne me connais pas trop, je ne sais pas trop sur l'argument, mais j'aimerais bien qu'on en parle ensemble, qu'on se pose des questions tous les deux. Déjà, c'est un bon début.
Une autre technique qui marche très bien, c'est pas parler en face à face, mais utiliser des sources externes. Un couple qui nous entoure, des relations amoureuses des amis, des situations du monde des médias, par exemple, Léa, ta petite copine, elle voit une peine d'amour, elle vit une peine d'amour, comment elle se prend soin, comment elle prend soin d'elle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Donc, parler d'une tierce personne. Parler d'une tierce personne est souvent une porte d'entrée qui ouvre le dialogue et permet de passer un message important. Deuxième point, lever le tabou de la masturbation qui a été diabolisé avec la pornographie notamment. Donc, ne pas hésiter à s'appuyer aussi sur des films, des séries comme Sex Education. Parler de la sexualité dès l'enfance, donc pas quand ils sont adolescents. Donc, dès l'enfance, on peut parler de sexualité. Bon, pas évidemment de pratiques sexuelles, mais des concepts tels que le consentement, le respect de soi, de l'autre, le fait de devoir chercher son envie, d'avoir le droit de dire non à un câlin, même s'il a 3 ans. Il peut dire non à un câlin si sa petite copine à la crèche veut lui faire un câlin. Dialoguer sur les fausses représentations de la pornographie, donc leur dire qu'il y a des effets spéciaux, que le sperme, c'est pas du sperme, que les médicaments, enfin, souvent, voilà, ils prennent des médicaments pour avoir des érections, ils se font des piqûres, qui souvent sont utilisés des antidouleurs hein, pour les actrices et les acteurs. Donc, expliquer que c'est un monde faux, que ça ne correspond pas à la réalité. Regarder au-delà des relations sexuelles. Donc, parler de sexe n'est pas uniquement parler des génitalités ou de rapports sexuels, mais aussi d'émotions, de relations interpersonnelles, de respect, la découverte de son corps, etc. Fournir des ressources, donc des dossiers thématiques. Donc, je vous rappelle les dossiers thématiques de Arca Sud. Il y a un site qui marche très très bien, c'est Eduscol. Il y a un autre site aussi, c'est teljeune.com, c'est un site qui est au Québec et qui permet un service de chat et de texto de 8h à 22h30. Donc il y a un numéro pour ça. Et il y a un autre numéro de 6h à 2h qui permet de parler par téléphone. Il y a un site également pour les parents, donc je protège mon enfant.gouv.fr. Et puis, une autre technique, ça peut être pas d'aborder directement, mais par exemple, laisser traîner des livres dans la maison, des brochures, des préservatifs plus ou moins cachés, etc. Alors là, on commence sur une partie sur laquelle je vais aller beaucoup plus rapidement parce que c'est un peu toute la partie de la législation. Donc, je vous la laisse à disposition, vous pourrez la lire calmement. Donc, c'est tout ce qui concerne l'ARCOM, donc l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, donc avec tous les textes de loi. Mais je m'arrête juste sur un point qui est assez crucial, c'est que le Haut Conseil à l'égalité rapportait en 2015 que 25% des écoles ne proposaient aucune action d'éducation à la sexualité malgré leur obligation et que lorsqu'elles le faisaient, l'information proposée était très médicalisée et pas adaptée à l'évolution de la sexualité dans la société. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ce site edulscol.com qui est relativement à jour sur ces questions, mais cependant, pour beaucoup d'enseignants, l'enseignement est encore trop dilué, la formation à l'éducation sexuelle assez limitée, surtout la connaissance des réseaux sociaux pas complètement au top, et la médecine scolaire plutôt absente. Donc, on ne peut pas protéger des enfants nos enfants de ce qu'on ignore. Alors là, pareil, je vous les laisse lire calmement les recommandations par l'Académie nationale de médecine. Donc, il y a des recommandations à destination des parents, des enseignants et des adolescents, parce que évidemment, les parents doivent aussi être concernés.
Il faut un peu repenser l'éducation à la sexualité, mettre en lien la médecine de ville et la médecine scolaire, euh, et intégrer aussi les parents dans l'éducation, hein, parce que parfois les parents sont vraiment très, très démunis, connaissent pas les réseaux sociaux, connaissent pas justement ces termes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et il y a aussi les recommandations à destination des secteurs de la pornographie, à destination de la société et des politiques. Et puis encore, donc, focus sur l'ARCOM. Donc, qu'est-ce que c'est l'ARCOM? On l'a dit, les missions de l'ARCOM, les compétences de l'ARCOM avec des articles 2020, etc., octobre 2021. Donc, je vous laisse lire tout ça parce que sinon on n'a pas le temps de faire les questions et j'ai pensé que c'était beaucoup plus utile de parler des choses qu'on a parlé avant. Voilà. Là, c'est le fameux glossaire, hein, donc avec tous les termes grooming, cybersex, sexting, nude, revenge porn, le sextape, les daddy pics, les comptes ficha, le chemsex, le skin party. Alors ça, j'en vois pas mal. Donc, c'est des soirées d'adolescents et des jeunes adultes où la date, les lieux et l'heure de ces soirées ne sont dévoilés que au dernier moment sur les réseaux sociaux. Ça arrive très souvent. L'outing, le slut shaming, donc forme de dénigrement qui consiste à blâmer, à déconsidérer euh, le maquillage, l'attitude, voire les attitudes sexuelles, la cybersexualité, etc. Voilà, donc bibliographie, donc n'oubliez pas aussi la bibliographie Arca Sud réalisée par Laetitia Béguin. Et moi, je dirais, j'ai fini. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc là, je laisse la place aux questions. Merci beaucoup, Sandra. Oui, Alors, on va revenir aux questions, mais comme tu l'as indiqué, alors il y a voilà. quelqu'un qui a mis son micro, ouais. Faut couper le micro, ça y est. Ah voilà. Donc, comment repérer les premiers signes chez les jeunes? Bon, tu as pas mal répondu sur Oui, ta présentation. Les messages principaux à dispenser aux jeunes en mission locale, quels outils avez-vous à nous proposer? Tu l'as abordé effectivement avec le questionnaire. Les voies d'accompagnement, tu as pu y répondre. oui, Comment accompagner une famille face au comportement addictif d'un ado? Je pense que tu y as répondu également. j'ai répondu également. Oui. Comment pouvons-nous repérer en qualité de travailleur social, travaillant en milieu ouvert ou en structure, une addiction à la pornographie lorsque le sujet de la sexualité est un tabou? Hein, voilà, donc bah, ça aussi, je pense que si tu veux Bah, ça ajouter aussi, quelque chose. ouais, bah, c'est aussi, c'est un peu répondu. Mais bah, c'est sûr enfin, moi, je dirais qu'il faut surtout regarder s'il y a aussi d'autres addictions souvent, hein. S'il y a d'autres addictions, s'il y a des symptômes psychiques tels que des dépressions, des troubles anxieux aussi. Bah, je dirais ça, hein, principalement. Et puis aussi parler, comme j'ai dit, parler de tierces personnes, évoquer peut-être des faits des médias, essayer de les décoincer de cette façon-là, quoi, hein. Ok. Quel lien entre l'addiction à la pornographie et le harcèlement sexuel? Point d'interrogation. Est-ce que Bah, tu là fais un aussi, lien? On l'a répondu, hein? bah, si, on a répondu parce que bah, justement, on a parlé du sexting qui pouvait amener au harcèlement sexuel, hein. Donc, ça, c'est clair, hein. Donc, la personne qui publie des images, bah, évidemment, elle harcèle l'autre. Si tu fais pas ça, je te publie, je te montre. Donc ça, je ne sais pas, peut-être la personne, elle est arrivée un peu en retard, donc il a Ouais, raté la peut-être pas vu. partie. Ouais. Une autre question, quand on a une addiction à la masturbation chez quelqu'un qui a un déficit intellectuel ou bien la trisomie 21 ou souffrant d'autisme, voilà, comment faire, comment travailler effectivement la pornographie avec une personne qui a une déficience? Bah là, c'est très compliqué, hein.
là, Voilà. c'est très, très, très compliqué. C'est tout une autre paire de manches, hein, parce que je suis pas sûre que stopper complètement cette addiction à la pornographie soit une bonne. Alors, tant qu'il n'y a pas de danger pour les autres, je dirais qu'il faut laisser quand même un peu l'addiction dans ces cas-là, hein. Ok. Enfin, enfin, déjà, c'est pas facile à traiter, hein, parce que justement, il y a le problème de la déficience, quoi, hein. Déjà, mettre un route, un TCC, c'est pas évident, quoi. Ok. Donc, on a une personne effectivement de l'association Déclic qui est Hein. présente ce matin. Donc, on l'en remercie. Les groupes thérapeutiques, je vois pas tout. Est-ce que Laetitia, tu vois d'autres questions? Après, Euh, alors, il y avait une question très technique avec l'accompagnement médicamenteux. Je vais reprendre le texte tel qu'il Hein. était. Concernant les AD, la ah oui. paroxétine peut avoir des effets secondaires avec des troubles érectiles, anorgasmie. Cela n'est-il pas un objet de frustration pour une personne qui souhaiterait se sevrer? Bah, alors, oui, certainement, mais il est vrai aussi que quelqu'un qui a 8, 9 fois une masturbation par jour, la paroxétine peut baisser effectivement la fréquence, quoi. Donc, dans ce sens-là, ça peut marcher. Donc, quelqu'un qui a 8 éjaculations par jour parce qu'il se masturbe, 20 mg de paroxétine, ça va pas lui couper l'érection, ça va peut-être juste diminuer le nombre de masturbations. Donc, ça marche plutôt bien. Enfin, moi, j'ai justement un sujet qui est sous paroxétine. Bah, lui, il passait son temps au travail à se masturber, donc il a risqué d'être viré. Et en le mettant sous paroxétine, je me souviens plus si 20 ou 40, je me souviens plus, bah, il arrivait quand même à le faire et il me disait que la qualité de ses érections était tout à fait bonne, mais simplement, il le faisait moins. Mhm. Ok. Mm. Bah voilà, je vois pas Ah, puis il y avait une plus. question que je trouvais intéressant, c'était comment définir quand une addiction à la pornographie est vraiment une addiction à la pornographie et quand c'est normal, quoi. La dernière question qui était arrivée, je pense, récemment. Ah oui, alors attends. Comment distinguez-vous l'addiction à la pornographie et une consommation considérée comme saine? Point d'interrogation. Quelles approches thérapeutiques ou de soutien sont les plus Voilà. efficaces pour aider une personne confrontée à une addiction à la pornographie? Voilà, Voilà. Comment... c'est une question très intéressante, je trouve, parce que faut pas démoniser non plus la pornographie. La pornographie peut être pratiquée sans problème, mais le problème naît quand ça devient vraiment exclusive, donc quand ça prend une grosse partie de la vie de l'individu. Évidemment, si la personne se masturbe de temps en temps et au contraire, ça aide à développer ses fantasmes dans son couple, c'est très bien. Mais si la personne enfin, si le besoin devient compulsif, vraiment de le faire dans toute situation, même situations qui sont pas du tout adaptées, par exemple au bureau ou lors voilà, des soirées avec des amis, il doit s'absenter pour aller se masturber. Alors là, ça devient problématique. Quand ça devient en fait un critère exclusif, quand ça occupe tout le reste de sa vie. Donc, quand ça devient quelque chose de pervasif, en fait. C'est ça le critère qui fait la différence. Et c'est même le même critère aussi dans la sexualité, parce que les gens me disent, oui, mais c'est quand que je suis addict sexuelle? Bah, ça dépend si votre partenaire, elle veut faire l'amour 2 fois par jour depuis que vous êtes ensemble et que vous êtes d'accord et que ça vous prend pas tout le temps de votre vie, bah, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Mais si
un des deux veut faire l'amour 10 fois par jour et l'autre pas du tout, ça pose problème dans le couple. Et vous voyez, enfin, c'est pour ça que l'addiction sexuelle, comme l'addiction au porno, ils sont pas classifiés vraiment dans le DSM-5 parce qu'il n'y a pas un consensus. Mhm. Parce qu'il n'existe pas une manière d'avoir une sexualité. Il existe juste une manière d'avoir une sexualité épanouissante avec son partenaire dans le respect, quoi. Mhm. Ok. Il y avait une question par rapport à des livres proposés par l'Éducation nationale. Arca Sud donc ne répondra pas à cette question. Effectivement, on ne pourra pas, comment dire, oui, avoir un avis particulier sur effectivement sur les livres qui sont proposés par l'Éducation nationale. Voilà. Mm. J'en suis désolée, hein, mais Arca Sud n'est pas là pour apporter un débat si effectivement la lecture de ces livres sont à contresens ou pas. Donc malheureusement, on ne pourra pas traiter cette question. Mhm. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres. Laetitia, tu voyais d'autres questions? Non, bah, il y a le lien à la fin sur aussi la dark romance. Effectivement, c'est un Ah, genre je l'ai pas littéraire qui est vu. en vogue Ah oui. depuis bien 5 ans maintenant, particulièrement auprès du public des adolescentes. Donc, Mhm. c'est aussi un sujet à creuser. Donc, pourquoi pas un de ces prochains webinaires faire le lien avec un peu un aspect culturel. Tout à fait. Donc voilà, mais effectivement, comme tu disais, Nadine, Mm. on n'a pas d'éléments en tout cas de réponse parce que voilà, on était vraiment sur l'aspect accompagnement, Mm. médicalisé, aide au traitement et surtout information. Tout à fait. Il nous reste à peine 2-3 minutes pour vous dire qu'en février, donc le prochain thème abordé en webinaire sera les psychédéliques. Donc nous vous communiquerons la date ultérieurement avec le nom de l'intervenant. Je tiens à remercier sincèrement Dr Ansaldi. Merci Sandra pour cette présentation riche et Merci. remercier également tous les participants qui ont participé ce matin à ce webinaire. Nous vous souhaitons une très belle journée à vous et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. À Très bonne bientôt. Au journée revoir. à tout le Très bonne monde. journée. Au revoir. Merci.